Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence qui va traiter de la pollution numérique, qui s'inscrit dans l'ensemble des conférences Green Tech, Ville durable et Industrie 4.0. Je présenterai cette conférence avec Enzo Billis, Arthur Delamarre, Dorian Lecoeur, et donc elle vous sera présentée en première partie par moi-même, Adrien Dossan. Je vais commencer d'abord par vous faire un rapide sommaire de ce dont on va parler dans cette conférence. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer, les différents types de pollution et du coup, à quoi on a affaire, aujourd'hui, quand on parle de pollution numérique. Ensuite, on va vous présenter, les problèmes qui sont, engendrés, par cette pollution, sur notre société actuelle. Ensuite, le bilan actuel des choses, où est-ce que ça se passe, dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui avec cette pollution numérique. Et enfin, les différentes solutions qui sont soit en cours, de mise en place, soit qui vont arriver dans le futur, vis-à-vis de ce type de pollution. Tout d'abord, je vais commencer par, vous expliquer les différents types de pollution. Donc qu'est-ce qu'on entend d'abord par, la pollution numérique? Et ensuite, je vais vous expliquer, ce en quoi consistent les différents types de pollution, qui sont liés à ce terme. Donc, tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que la pollution numérique? Alors, la pollution numérique, on va d'abord faire un petit tour vers le côté de la définition littérale, parce qu'on a tendance à confondre deux termes, qui sont la pollution numérique et la pollution digitale. Alors, la pollution numérique, on va le voir juste après, c'est ce qui englobe plusieurs types de consommation et de rejet d'une certaine technologie, mais la pollution digitale en elle-même, c'est un terme qu'on voit passer énormément et qui est un peu erroné dans le sens où le digital correspond à tout ce qui est tactile. Donc ça s'inscrirait plutôt dans tout ce qui est smartphone et écran tactile. Et du coup, c'est un peu un faux terme, dans le sens où on ne peut pas l'utiliser pour traduire tout ce qui vient du numérique. Néanmoins, c'est tellement utilisé aujourd'hui que on le verra énormément sur beaucoup de ressources et sur énormément de papiers qui traitent du sujet, rien que par erreur basique. Donc, faut se dire que le terme de pollution digitale, en théorie, il n'est pas censé être utilisé pour parler de ça, mais il est tellement surutilisé partout que on peut sans problème se dire que c'est un type de pollution comme ça auquel on a affaire. Du coup, pour commencer, je vais vous faire un bref historique de ce qui de comment on est venu à parler d'un terme de pollution numérique, et ensuite je vous expliquerai du coup en quoi ça consiste réellement. Alors, la pollution numérique, ça commence en 1932 avec un nouveau terme qui est amené, qui s'appelle l'obsolescence programmée. Donc on le verra juste après, mais ça marque le point de départ de toutes les questions qu'on se posera plus tard sur notre utilisation numérique et la pollution qu'elle peut engendrer. Donc après on fait un bond en avant, en 2002, en parlant de la Silicon Valley et la pollution critique, le pic de pollution critique qu'elle atteint. Et c'est à partir de ce moment, donc le début des années 2000, qu'on commence à se dire, d'accord, notre consommation des équipements numériques, etc., ça engendre une pollution telle qu'il faut qu'on mette des solutions en place, et il faut qu'on fasse des choses et qu'on étudie le sujet. Avant, on faisait pas tellement attention à ce type de pollution parce qu'on pensait pas spécialement que ça en engendrait des masses. Et c'est à partir du début des années 2000 qu'on commence à prendre conscience de cette chose-là. Et ensuite, un petit chiffre significatif, en 2010, donc les spams, 50% de la totalité des emails sont en fait des spams. Alors ça peut pas paraître important de premier abord comme ça, mais on va voir par la suite que ça joue un rôle majeur dans ce qu'on appelle la pollution numérique. Donc pour continuer cette définition, la pollution numérique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la totalité des consommations, des fabrications, des rejets et de la maintenance de tous les appareils qui sont liés aux nouvelles technologies. C'est-à-dire les technologies qui ont été développées sur les 20 dernières années, un peu plus, même dans les années 80-90, qui ont engendré un bond de l'économie liée au numérique et du coup qui ont engendré une énorme augmentation de la consommation de ce genre d'appareil.
Donc pour voir ça plus en détail, je vais vous expliquer les 2 types de pollution, auxquels on va avoir affaire. Donc on va les séparer donc en 2 grandes parties. D'abord la pollution liée, à la consommation des données et ensuite la pollution pardon, liée à la consommation des équipements en eux-mêmes. Donc la consommation des données en soi, ça va être à chaque fois qu'on utilise une ressource qui est stockée ailleurs, donc depuis un appareil mobile qu'on va consommer du contenu sur Internet, qu'on va consommer, qu'on va échanger en ligne avec quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'on utilise ce qu'on appelle Internet communément, mais qu'on va se connecter à quelque chose de distant, on va parler de consommation de données. Et ensuite, on a la consommation des équipements. Et en fait, c'est tout simplement l'achat et l'utilisation des équipements numériques qui sont liés à ce type de technologie. Donc très simplement, une console de jeu, un smartphone, un PC, etc. Donc comme je vous disais avant, il y a un terme qui est arrivé en 1932, c'était l'obsolescence programmée. Donc on va voir ce que c'est, et c'est directement lié à la consommation des équipements. Donc prenons tout d'abord un smartphone. L'obsolescence programmée, c'est le fait de voir ce smartphone dépérir à un moment donné pour obliger le consommateur à aller en racheter un autre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que déjà le smartphone, il n'est pas forcément techniquement hors d'usage, mais ça représente un achat et du coup à la fin on se retrouve avec évidemment 2 téléphones, dont un dont on ne va plus se servir et qui sera justement pas forcément recyclé. On a vu ça beaucoup ces dernières années avec les imprimantes. On a découvert qu'il y avait des imprimantes qui se mettaient en erreur avec une erreur fabricant, donc qui n'était pas réparable en soi. Et après beaucoup de recherches, on s'est rendu compte que les imprimantes affichaient ce message au bout d'un certain temps à partir de l'achat. Alors, bien sûr, il y a eu énormément de légifération autour du sujet, etc. Il y a eu des procès, mais tout ça pour dire que le fait de devoir racheter un appareil alors que l'ancien fonctionne encore, non seulement ça entraîne de la surconsommation d'équipements, mais en plus, ça entraîne le fait que les équipements ne sont pas spécialement recyclés derrière. Ce qui entraîne, donc, comme je disais avant, une surconsommation, et le fait de ne pas recycler les équipements, ça nous fait des déchets en plus. Donc une petite citation pour être lié à ça. Donc l'empreinte carbone qui est liée à la consommation d'équipements digital aujourd'hui représente environ 7,8 milliards de mètres cubes d'eau potable par an. Pour donner un ordre d'idée, c'est la consommation d'eau potable du Royaume-Uni sur la même période. Et le Royaume-Uni, je rappelle, a environ la même population que la France. Ça vous donne un ordre d'idée de la pollution que peut engendrer ce type de surconsommation de l'équipement. Ensuite, on va avoir le deuxième type de pollution, la pollution liée aux données. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par pollution liée aux données? Ça va être donc comme je disais avant, la consommation de contenu en ligne et la consommation de contenu qui n'est pas spécialement hébergé chez nous directement. Donc on va se connecter à un serveur distant via Internet. Et donc en fait, ce serveur distant, il va être hébergé dans ce qu'on appelle un data center. Donc un data center, très simplement, c'est généralement un grand entrepôt où on a plein de serveurs mis à disposition des utilisateurs sur Internet et qui en fait contiennent la majorité des données qu'on utilise aujourd'hui sur Internet. Donc chaque grande entreprise a ses propres data centers, Google, Facebook, etc. Et le problème de ces data centers, c'est qu'ils consomment énormément. Vous vous rendez compte que pour donner accès à des données à un nombre conséquent d'utilisateurs, il faut notamment de la puissance, et la puissance, elle se traduit en consommation d'électricité. Et donc, comme on le sait, la consommation d'énergie, l'énergie, il faut bien la produire en amont, et du coup, ça émet des gaz à effet de serre, ça fait des rejets. Et donc cette pollution, en fait, elle se traduit par la surconsommation de données sur Internet qui engendre une surconsommation d'électricité qui, elle, pour être produite, donne des rejets. Et donc un petit exemple du coup pour étayer ça, c'est que l'envoi d'un simple email correspond environ à 10 grammes de CO2 renvoyés dans l'atmosphère. On peut bien se rendre compte que
Ce type de pollution, du coup, ça engendre indirectement, des rejets, donc dans l'atmosphère et sur notre planète et que ça augmente de manière significative notre empreinte carbone, d'année en année. De plus, on l'a dit tout à l'heure, en 2010, on était de l'ordre de 50 de spam, sur la totalité des emails envoyés. Aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 75, ce qui représente bien, du coup, l'énormité du trafic, internet qui existe en termes d'emails et qui montre bien, l'impact, que ces emails peuvent avoir, sachant que ce qu'on appelle spam, ce sont des emails qui ne sont pas, obligatoires ou du moins qui ne sont pas spécialement utiles. Ce sont des emails envoyés en masse pour faire soit de la publicité, soit à des fins frauduleuses, mais ce sont une grande majorité d'emails qui ne servent pas, qui ne sont même pas lus à la fin. Et du coup, ça nous fait une pollution à l'échelle de la planète qui pourrait être grandement évitée. Du coup, pour montrer ça et un exemple qui nous vient encore de l'ADEME, c'est que la consommation de data center, pourrait atteindre 10 de la consommation mondiale d'électricité en 2030. Donc ce qui montre bien, l'énormité de la de l'impact écologique que peut avoir ce type de pollution. Sachant que si, ce qu'on appelle communément internet, donc l'ensemble, l'espèce de toile d'araignée géante, des différents serveurs qui existent dans le monde et des data centers, donc si tout ça c'était, on considérait ça comme, un pays, au niveau de la consommation, on serait 3e, consommateur mondial d'électricité, encore une fois par l'ADEME. Enfin, pour résumer tout ça, donc pour résumer les différents types de pollution, nous avons d'abord la pollution des équipements qui se considère par l'achat des différents équipements liés aux nouvelles technologies, donc les technologies développées sur les 10 à 15 dernières années, mais aussi la consommation électrique et donc de ressources naturelles des différents équipements qui sont souvent des data centers opérés par les géants d'Internet comme Google ou Facebook. On va ensuite parler maintenant des différents impacts qu'a ce type de pollution sur notre société actuelle. Et pour ça, je vais laisser Arthur Delamarre vous en parler. Bonjour à tous. Du coup, je prends le relais sur cette conférence Ville durable industrie 4.0. Donc, je suis Arthur Delamarre et je vais vous présenter la deuxième partie, c'est-à-dire les problèmes engendrés par la pollution numérique. Donc, quand on parle de pollution numérique, on peut se demander du coup quelles sont les origines de la pollution numérique, du coup, quels sont les piliers de cette pollution et les problèmes qu'ils engendrent au final. Donc, on va distinguer 3 grands piliers. Le premier pilier, ça serait la consommation énergétique que la pollution numérique va engendrer. Tout simplement parce que bon, la pollution numérique, à la base, c'est quand même une surconsommation, une surproduction de contenu numérique. Et cette surconsommation et surproduction va tout simplement engendrer beaucoup de flux. Et ces flux de données vont tout simplement consommer beaucoup d'énergie, que ce soit à être produit, mais aussi à être consommé. Donc pour consommer, il faut recevoir, et ça va du coup produire et consommer beaucoup de consommation énergétique. Voilà. Il y a aussi le deuxième pilier, ce serait du coup la consommation en fait de produits, de matériaux. Donc tout simplement des matériaux qui sont en général pas réutilisables, hein, tout simplement, sont des ressources épuisables, donc ressources fossiles, très souvent des métaux rares en plus. Donc comme le nom l'indique, ils sont rares, du coup, puisqu'on les épuise tous, on va très rapidement arriver tout simplement à un épuisement des stocks. Alors, voilà, donc un smartphone, c'est consommé de beaucoup de métaux rares, tout simplement. Voilà. Et on le verra par la suite, ils sont très peu recyclés, malheureusement. Le troisième pilier, ça va être au final un peu la globalité de la pollution. Ce que c'est que la pollution, en fait, ça va être les émissions de CO2, de dioxyde de carbone. Donc là,
c'est directement induit, en fait, de la consommation énergétique. La consommation énergétique, tout simplement, pour avoir cette énergie, il faut, du coup, créer l'énergie, donc soit avec des centrales nucléaires, de l'énergie renouvelable, mais qui n'est pas, majoritaire, loin de là. Parfois même des, sources très polluantes comme, des centrales à charbon et d'autres façons de créer de l'énergie. Donc la consommation énergétique. Voilà, le nerf de la guerre, donc l'énergie, est extrêmement utilisée au final par le numérique. Quand même 10 de l'électricité, mondiale est consommée par le numérique. On s'en rend pas forcément compte parce que, nous, on n'utilise pas grand-chose. On a quoi? Par foyer, 1-2 ordinateurs, 1 ou 2 téléphones et cetera. On peut pas se dire que ça a consommé 10 d'électricité mondiale parce que ça consomme pas forcément 10 d'électricité à nous. Mais c'est bien le cas. Ça consomme bien 10 d'électricité mondiale et le plus gros problème au final, c'est que ça semble doubler tous les 4 ans. Ce sont les statistiques actuelles, mais aussi les prédictions. Alors, on est en plein essor, donc on pourrait se dire: «Voilà, ça peut-être que puisqu'on est en plein essor, c'est normal, mais que ça ait doublé, mais ça va pas doubler par la suite». Malheureusement, enfin, malheureusement et heureusement, en fait, enfin, ça dépend de quel côté on se trouve, les, innovations technologiques, ne cessent d'apparaître, heu, y compris donc dans l'accès internet, aussi la capacité, hein, de connexion internet, que ce soit la 5G, la 4G qui maintenant va quasiment être disponible partout, surtout en tout cas dans les pays développés et aussi bien sûr, la fibre et cetera. Donc voilà, donc ça tout ça, ça va permettre, heu, du coup d'avoir une capacité accrue à, consommer, tout simplement des données, à recevoir de plus en plus de flux, heu et cetera. On a aussi bien sûr une surconsommation de produits en tout genre, hein, liés au numérique. Donc tout ça, au final, ça présage rien de bon au niveau de la consommation, bien au contraire. Donc en termes de comparaison, voilà, donc c'est supérieur quand même au trafic aérien, qui est quand même réputé pour être très polluant au final, heu, notamment avec le kérosène qui pense un des carburants les plus polluants de la planète. Mais la consommation d'électricité, mondiale et enfin, au niveau du numérique, est supérieure à, cette pollution. Donc ça montre quand même un peu l'impact actuel de cette consommation énergétique liée au numérique. Donc au niveau des flux, comme on en parle, les flux, il y a beaucoup de flux de données possibles, hein. Que ce soit les emails, regarder des articles sur internet et cetera, juste naviguer, n'importe quel site web. C'est pas ce qui consomme le plus. Ce qui consomme le plus, ce sont les vidéos, en fait. Les vidéos, c'est le grand fléau de la pollution numérique. Ça représente 60 en fait, la consommation énergétique, hein, ce sont les flux de données, au final. Ce sont les flux de données, donc les vidéos, c'est vraiment terrible. Notamment tout ce qui est streaming, donc que ce soit Netflix, maintenant Disney+, Amazon Prime, ouais, il y a de plus en plus qui arrivent, Canal+ aussi. Il y a de plus en plus de streaming, de VOD et cetera, donc de vidéos à la demande, c'est terrible. Il y a les vidéos aussi comme tout ce qui est YouTube, Dailymotion et la pornographie, hein, voilà, moi je pensais pas avant de faire toutes ces recherches que la pornographie, était enfin je me doutais bien qu'elle était très très populaire bien sûr, mais qu'elle était aussi consommée, je pensais pas. Mais voilà, donc la pornographie s'élève à 27 des vidéos qui sont visionnées, dans le monde, devant tout ce qui est du coup YouTube en fait au final, voilà. C'est vraiment énorme, hein, une grande popularité, voilà. Donc tout ça, ça forme du coup un flux de données énorme en fait, une consommation du coup énorme parce que chaque flux de données, du coup, à chaque fois qu'on reçoit la vidéo, ça va du coup qu'on reçoit les données et ça va consommer du coup beaucoup d'énergie. À la fois pour envoyer les données, donc du coup pour les recevoir, nous, parce que Google par exemple envoie les données de YouTube, par exemple, YouTube envoie les données de la vidéo et nous on traite les données ensuite. On les reçoit, on les traite et on visionne la vidéo. Donc ça consomme énormément d'énergie. Donc et le problème, le problème, c'est vis-à-vis de la qualité de l'image, en fait. Parce que quand, comme moi, on a, une connexion
très très basse, et du coup, de toute façon, on peut regarder que des films en basse qualité. Bon, un film, ça reste quand même 600 mégas en basse qualité. C'est déjà beaucoup, quand même, au niveau des données à recevoir et l'énergie que ça consomme, c'est déjà beaucoup. Mais le problème, c'est quand on a accès à une meilleure connexion internet et que la qualité de l'image augmente, en fait. Là, ça compte, plus la qualité de l'image augmente, plus le film est en bonne qualité, plus ça consomme d'énergie. Et maintenant, on a de plus en plus accès, du coup, comme je le disais, à la 4G, à la fibre. Donc on a quasiment tous maintenant accès à la 1004 au 720p au minimum, voire 1080p, et plus tard à la 4K. Mais la 4K, ça va consommer vraiment encore plus d'énergie. C'est pas encore très démocratisé, mais quand ça va l'être, ça va vraiment être catastrophique au niveau de l'énergie. Bien que pour les yeux, ça fait plaisir, mais bon. Mais voilà, au niveau de l'énergie, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça consomme vraiment beaucoup. Les emails également, voilà, donc les emails qu'on envoie tous aussi au travail, on envoie à l'appel et on en reçoit surtout beaucoup. On en reçoit beaucoup aussi qui sont pas forcément très utiles, tout simplement parce que c'est des fois envoyé via des listes de diffusion plutôt qu'en ciblant une ou deux personnes qui seraient vraiment intéressées par ces emails. Donc voilà, c'est surutilisé, et dès qu'il y a une pièce jointe, par exemple, bah, ça consomme vraiment beaucoup plus. En termes de comparaison, voilà, une pièce jointe d'un mégaoctet, ça équivaut à une ampoule émise pendant 1 heure. Mais le problème, c'est quand on envoie cette pièce jointe à une liste de diffusion de 15-20 personnes, bah, au final, c'est comme si on avait allumé 20 ampoules pendant 1 heure, ou une ampoule pendant 20 heures. Donc c'est beaucoup, surtout quand c'est le cas, par exemple, des newsletters. Les newsletters, maintenant, envoient les emails par centaines, par milliers. On supprime jamais les emails quasiment, donc ils restent tout le temps dans les data centers, ça c'est stocké indéfiniment, ça demande de plus en plus d'énergie pour être maintenu, etc. Enfin, c'est un peu une boucle infernale en fait au final, et qui consomme de l'énergie passivement parce qu'on fait jamais attention à ça. Donc, les data centers, on en parlait, il y en a 182 juste en France, et 180 data centers, ça consomme 8% d'électricité du pays. Donc 8 à 10% maintenant à l'heure où je vous parle. C'est quand même beaucoup, sachant que si on prend les statistiques comme quoi ça peut doubler tous les 4 ans quasiment, on peut vite arriver à 20% de la consommation électrique du pays juste avec la data center. C'est quand même énorme. Alors, bien sûr, du coup, c'est parce que le cloud est en forte croissance, mais ça n'a pas de signe pour l'instant euh, que cette popularité soit en train de décroître, loin de là. Ça ne fait que de croître en fait. Donc, il existe bien sûr des plans par YouTube, Amazon pour avoir aussi des énergies renouvelables en fait au final, mais la plupart des data centers quand même pour l'instant sont pas du tout opérationnels au niveau de l'objectif zéro émission. Loin de là. Après il y a les objets connectés, donc téléphone, montre connectée, etc. Donc là, ça consomme énormément également. Euh, Pas directement, hein, parce que chaque objet connecté va consommer une toute petite partie de, de- de consommation électrique, mais quand on additionne euh, tous les objets connectés, eh bien au final, ils consomment beaucoup. Hein. On estime à environ plus de 40 milliards d'objets connectés sur la planète. Ça fait énormément, sachant que chaque objet va émettre et recevoir des données. En fait, périodiquement, hein, vous seriez très étonné de voir le nombre de données qui peut être envoyé périodiquement depuis votre téléphone, même si vous l'utilisez pas, hein. Les données sont en permanence envoyées. Chaque seconde, enfin, chaque dizaine de secondes, il y a des données qui sont envoyées, notamment au niveau des positions, du Wi-Fi, etc. Donc beaucoup de données qui sont envoyées partout. Et tout ça, ça consomme. Donc que ce soit l'industrie 4.0, au niveau des montres, des téléphones, des ordinateurs, l'agriculture aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'objets connectés. Il y en a de plus en plus. Et ça se démocratise de plus en plus, hein, même maintenant les maisons connectées, etc. Donc ça se démocratise de plus en plus et ça consomme de plus en plus. Plus que juste consommer de l'énergie passivement,
tous ces objets connectés, maintenant, on aime les avoir de plus en plus petits. Donc, on aime la miniaturisation. Et la miniaturisation, ça coûte très très cher, en fait. Parce que, par exemple, 1 gramme de smartphone, c'est parce que c'est tout petit. Il faut miniaturiser, il faut compresser, etc. C'est l'équivalent de 80 grammes de voiture. Parce que, voilà, il y a de la recherche et développement, il faut compresser, faut avec une grande précision insérer aux bons endroits, dans le téléphone, etc. C'est très très coûteux comme processus. Et en plus, ça coûte beaucoup de métaux rares. Voilà. Donc en gros, 75% de la consommation des métaux rares par an, chaque année, c'est les objets connectés. En fait, ce sont les objets connectés. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout recyclés, en fait, au final. Seulement 5% des objets connectés sont recyclés chaque année. C'est très peu. C'est beaucoup trop peu, sachant qu'on estime à environ 100 millions le nombre d'objets connectés qui dorment dans nos tiroirs, donc surtout principalement les téléphones. En fait, tous les anciens téléphones sont très rarement recyclés, au final. Donc voilà, ça c'est un gros problème. Bon, la plupart des gens, je pense que vous pouvez regarder dans vos tiroirs, mais vous avez sûrement des anciens téléphones qui s'y cachent. Et dans chacun de ces téléphones, il y a des métaux rares qui pourraient être recyclés pour du coup recréer d'autres téléphones. On le fait avec le plastique et les cartons, on devrait également le faire avec les téléphones. Ce serait beaucoup mieux. Donc voilà, après il y a les émissions de CO2. Ça c'est la grande pollution. C'est du coup, le produit final, parce que la consommation énergétique au final, ça crée des émissions de CO2. Donc, un individu lambda, c'est 360 kg de CO2 par an. Ça revient à quand même un trajet France-Norvège en voiture, et si ça double tous les 4 ans, voilà, ça va finir par être vraiment énorme, en fait. Même si on ne se rend pas forcément compte. En plus, à ça, on peut additionner l'utilisation en entreprise. Euh, voilà, on est sur une utilisation par personne qui est vraiment gigantesque. Dans le monde, c'est 1400 millions de tonnes de CO2 qui sont produites chaque année dans le domaine du numérique. En titre de comparaison, la France, tout domaine confondu, hein, produit 310 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, le numérique produit en gros plus de 3 fois euh, ce que la France produit, tout domaine confondu. Donc c'est vraiment énorme. Donc, la France n'a pas forcément un très grand pays. On a quand même une consommation électrique qui est quand même considérable. Donc que le numérique arrive à consommer 3 fois plus, c'est quand même quelque chose qui est censé nous faire réfléchir. Si ça venait à vraiment doubler tous les 4, 5 ans, ou même en 10 ans, si ça venait à doubler, les conséquences seraient quand même assez catastrophiques à l'heure où voilà, la pollution atmosphérique est de plus en plus grande. La fonte des glaces est un problème qui revient très souvent dans les journaux, etc. On en parle beaucoup et actuellement, alors je vous parle avec les problèmes du Covid-19, tout ça, bah, la fonte des glaces qui est impactée par les émissions de CO2, malheureusement, dans la fonte des glaces, par la fonte des glaces, ça va libérer d'autres maladies, etc., qui sont du coup qui sont enfermées dans le permafrost. On pourrait en parler très longtemps, on pourrait faire une autre conférence là-dessus. C'est pas le sujet, mais c'est vraiment quelque chose à regarder. À la fois, voilà, ça engendre beaucoup de problèmes et ce serait bien du coup, de voir les solutions qu'il y a, hein. Donc, je laisse mes camarades bien sûr en parler. Et justement, je vais donc laisser la parole à mon camarade. Voilà, merci de votre attention sur cette partie du coup, sur les problèmes engendrés. Et je vais maintenant laisser mon camarade faire la prochaine partie. Merci beaucoup. Et si vous avez une quelconque question, bien sûr, n'hésitez pas à la mettre en live du coup, dans les questions. Je serai là pour y répondre. Merci beaucoup. Merci Arthur. Je vais maintenant vous parler des pour et des contre qu'implique la transition numérique. Effectivement, la transition numérique a de bons côtés, mais également des côtés un peu plus sombres. Bien qu'en apparence, la transition numérique pourrait aider à la transition écologique, est en réalité pas aussi vrai.
Alors pourquoi la transition numérique est un danger? Aujourd'hui, on vit dans un monde où le numérique fait de plus en plus partie, de la vie de chacun et de notre vie en entreprise. Et cette transition numérique génère une quantité importante d'émissions, de CO2. Elle, appauvrit la Terre de ses ressources, et de ses richesses minières et pollue l'espace orbital. Parmi ces sources de pollution, on retrouve les data centers. Malgré leur utilité essentielle, leur multiplication est un réel problème et il devient un problème. En effet, en 2017, déjà 18% de la production mondiale d'électricité était accaparée par les data centers. Et sachant qu'en 2018, 63,9% de l'énergie électrique produite était issue d'énergie fossile et seulement 10,1% issus du nucléaire et 25% issus des énergies renouvelables. Pardon. Et le réel souci ici est que plus de la majorité des sources d'énergie électrique est issue d'énergie non renouvelable. En France, la consommation des data centers s'élevait à environ 3 TWh en 2015, soit plus que ce que consommait la ville de Lyon en un an. Et on estime que d'ici 2030, on estime une augmentation de 25% de la consommation électrique des data centers. Parmi les sources de pollution, on retrouve également le matériel. Voilà, bien qu'il paraisse anodin, la production du matériel qui est utilisé pour accéder au numérique est une source de pollution non négligeable. Pour produire ces appareils, qui consomment beaucoup de données, cela nécessite beaucoup de ressources rares. Et ces ressources rares, on a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir les traiter, les extraire et les produire entre guillemets. Également, la simple utilisation de ces matériels, bien qu'elle soit moindre, ça n'en reste pas moins ça représente une grande quantité d'énergie. Par exemple, en 2015, les terminaux domestiques représentent à elles seules 22 TWh de consommation d'énergie électrique. On peut également aborder le sujet de l'obsolescence programmée. Voilà, bien qu'elle soit cachée par les constructeurs, elle existe réellement et c'est un réel problème. Bien trop d'entreprises font en sorte que leurs produits aient une durée de vie limitée et programmée. Pardon. Et cette obsolescence programmée permettrait aux entreprises, à leur clientèle de renouveler leurs produits régulièrement. Et au-delà de l'obsolescence, un problème qui est un peu plus d'actualité, ce sont les entreprises qui renouvellent leur gamme de produits inutilement, voire avec des fonctionnalités mineures par rapport à la génération précédente. On peut prendre par exemple les constructeurs de téléphones qui sortent des produits quasi tous les ans, voire moins. On peut également parler de l'arrivée de la 5G qui va être un problème important parce que cela implique de nombreux nouveaux objets connectés qui vont arriver sur le marché et ce qui implique également énormément de données qui vont être échangées avec des data centers. Et donc, cela va également impliquer une augmentation des data centers et qui risque d'être plus importante que ce qu'on aurait prévu. Alors, est-ce que le numérique est au service de la transition écologique? Alors, bien qu'il ne soit pas complètement propre, il tend à converger vers une transition écologique. On peut prendre d'exemple l'entreprise Tesla,
bien qu'elle utilise des matériaux rares, ça n'en reste pas moins des véhicules qui utilisent des énergies renouvelables. Pardon. Et au-delà du côté électrique des véhicules que Tesla propose, c'est non plus un véhicule qui nous permet de se déplacer, mais plutôt un ordinateur à 4 roues qui permet de s'épanouir au volant. Si Tesla oriente leur véhicule vers une quasi-totalité, comment dire, qui inclut du numérique dans la quasi-totalité du véhicule, c'est un argument de vente pour le véhicule en lui-même, mais également pour la transition écologique. Si on prend par exemple un automobiliste qui aurait un choix entre un véhicule thermique de gamme équivalente à un véhicule Tesla qui est lui électrique, quelqu'un d'un peu technologique se tournera vers le véhicule Tesla à cause du côté ordinateur à 4 roues et non pas véhicule. Donc c'est un réel argument pour la transition écologique. On peut également parler de la multiplication des capteurs au sein des habitations, au sein des logements, dans les bâtiments. Cela permet d'avoir une optimisation de la gestion du chauffage, par exemple, avec des thermostats connectés, des thermostats qui seraient liés à des fenêtres. Si on prend par exemple l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, cela permettrait au thermostat de comprendre qu'il faille arrêter de chauffer l'habitation, ou du moins de le mettre dans un mode qui permettrait de consommer beaucoup moins d'énergie. Donc la multiplication au sein des habitations est un réel argument à la transition écologique. On peut aussi également parler des capteurs qu'on peut retrouver dans le monde agricole. Cela permet de mieux comprendre l'agriculture pour, pour les agriculteurs. Ça permet de mieux comprendre où en sont les champs, s'il faut les arroser, s'il faut les récolter à temps ou s'il y a un retard. Donc voilà, cela permet d'optimiser l'agriculture de tous ces champs qu'on peut retrouver en France qui sont dans un bien grand nombre. On peut également parler des parkings où on retrouve de plus en plus de capteurs, parce que cela permet de mieux comprendre, de mieux observer les places qui sont libres ou non, et ce qui permet de diminuer drastiquement la pollution au sein des parkings. Parce qu'on peut retrouver dans les parkings de nombreux automobilistes qui tournent en rond à des vitesses très faibles, ce qui consomme énormément d'énergie fossile pour la plupart des véhicules. Et donc cela permet de trouver une place bien plus rapidement. On peut dire que le numérique a du bon. On a pu s'en apercevoir notamment dans ces temps un petit peu particuliers de confinement, où dans des cas assez particuliers, où le numérique peut permettre d'éviter ou de répondre aux problématiques de déplacement qui sont liées au confinement. Mais au-delà du côté travail, c'est aussi une source de divertissement. On peut retrouver par exemple Netflix ou encore Disney+, Reddit et bien d'autres qui permet à chacun de s'épanouir et de se divertir en famille, seul ou entre amis. Donc au-delà du côté travail, c'est aussi une source à ne pas négliger pour la transition écologique. On peut également parler du partage de connaissances que le numérique permet, ce qui permet d'accéder à l'information beaucoup plus rapidement que fut une certaine époque. On peut retrouver sur YouTube de nombreuses vidéos qui permettent de partager et de recueillir de nombreuses connaissances. On retrouve aussi maintenant depuis quelques temps des professeurs qui se mettent à YouTube, ce qui permet à des élèves de retrouver
des connaissances qu'ils n'auraient pas compris pendant leur cours, et tout ça grâce au numérique. On peut également parler de Wikipédia, qui permet d'accéder à de nombreuses informations qui sont pour la plupart vérifiées rapidement et surtout sur différents sujets. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour pour les pour et les contre qu'implique la transition au numérique. Et je vais laisser Enzo continuer et conclure sur cette conférence. Je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Enzo Bilis et aujourd'hui je vais vous présenter donc les solutions pour réduire la pollution numérique, toujours en rapport avec une conférence sur la pollution numérique. Et donc, comme vous l'a présenté Adrien, Arthur et Dorian dans leur partie, donc les parties pour présenter les différents types de pollution numérique, les problèmes engendrés, ainsi que des bilans. Moi, je vais vous présenter les solutions qui vont donc permettre de réduire la pollution numérique. Donc, dans un premier temps, il faut rappeler les différents acteurs. Donc, on distingue deux grandes catégories qui sont assez simples. Les entreprises, donc avec un usage interne. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui, on le sait, utilisent le numérique dans leurs activités, que ce soit juste pour envoyer des mails ou qui ont des dizaines de serveurs pour fonctionner. Et les entreprises de production, donc celles qui vont produire du matériel, de l'énergie ou encore des solutions comme des entreprises fournisseurs de cloud, etc. La deuxième grande partie, ce sont les particuliers. Donc là, c'est un petit peu plus simple, c'est dans leurs usages en fait, personnels, usages au quotidien du numérique. Première chose à comprendre quand on parle de solutions contre la pollution numérique, c'est que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Pour avoir une vraie réduction de cette pollution, en fait, c'est un effort de chacun des acteurs, donc les entreprises comme les particuliers. Mais pour ça, pour avoir un effort qui soit véritable, il faut passer par deux étapes. La première, c'est la sensibilisation, donc faire comprendre à ces acteurs que leurs activités créent réellement de la pollution. Et la deuxième étape, c'est trouver des moyens simples pour réduire cette pollution au niveau de chacun. Je vais vous présenter ce qui a déjà été fait alors, au niveau des entreprises, puisqu'au niveau des particuliers, c'est un petit peu plus compliqué de quantifier ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Mais ce qui a déjà été fait par les entreprises, et on va parler plus particulièrement des GAFA. Alors, qu'est-ce que les GAFA? Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. On pourrait éventuellement rajouter le M de Microsoft, mais aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Je vais parler uniquement des GAFA. Donc les 4 entreprises, Google, Amazon, Facebook, Apple. Premier point, tous les GAFA, aujourd'hui, donc en 2020, utilisent 100% d'énergie issue du verre pour les data centers. Je tiens à préciser pour les data centers, puisque les locaux des entreprises ne sont pas concernés. C'est uniquement pour les data centers. C'est-à-dire que leurs serveurs, leur serveur de stockage de données, de puissance, enfin pour les serveurs web, etc., sont alimentés avec des énergies, enfin de l'électricité qui est issue d'énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, voilà. On va prendre l'exemple d'Amazon aussi qui a développé un projet qui s'appelle Shipment Zero et qui veut que d'ici 2030, Amazon ait 50% de livraison neutre en carbone. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Amazon a déjà commencé à créer des process utilisant uniquement de l'énergie issue du verre. Donc que ce soit de l'emballage des colis à la livraison. Et donc ils veulent, par exemple, pour les livraisons, utiliser 100% de véhicules électriques, donc qui n'émettront pas de carbone. Ensuite, nous avons Google et Apple qui utilisent donc ce qu'on appelle des green data centers. Donc ce sont des data centers qui sont situés dans des pays nordiques et qui sont près de centrales électriques. Alors pourquoi on appelle ça des green data centers?
Parce que la première chose, c'est que dans les pays nordiques, il fait froid, d'où l'utilité. Ce qui permet notamment en fait de ne pas utiliser de système de climatisation pour refroidir les serveurs. En fait, l'air froid qui est utilisé pour les refroidir est directement pris en fait de l'extérieur du data center. Donc ça évite déjà d'utiliser la climatisation pour refroidir les serveurs. Deuxième point, les pays nordiques sont principalement, alors pas pour tous, mais pour la majorité, alimentés en énergie verte de base, puisqu'ils utilisent pratiquement tous de la géothermie. Et donc, du coup, la géothermie, c'est une énergie renouvelable. Et enfin, du coup, les green data centers, eux, sont situés près de centrales électriques. Pourquoi? Pour éviter les pertes liées à de longs câbles de plusieurs kilomètres. Là, le fait d'être situé juste à côté, ça évite les pertes et donc, du coup, toute l'énergie, 100% de l'énergie produite, est consommée directement dans le data center. Il n'y a pas de perte liée à la longueur du câble. Ensuite, on a Facebook aussi qui a réduit de 2 son nombre de serveurs en fait par des optimisations logicielles, etc. Ce qui permet donc dans un premier temps de réduire la consommation matérielle, donc l'entretien, etc. Mais aussi la consommation énergétique, et donc forcément la pollution. Et enfin, on a donc Apple qui, lui, de son côté, depuis une dizaine d'années maintenant, monte des projets, ce qu'on appelle des projets de compensation. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'agir directement sur ces serveurs, même s'ils le font, mais ils agissent aussi sur les dégâts que cause la pollution numérique. Et donc là, on va monter des projets, qu'on appelle donc des projets de compensation, sur des zones qui sont abîmées en fait par la pollution numérique, donc comme par exemple la savane au Kenya ou les mangroves. Ensuite, donc 2 concepts d'entreprise que je vais vous présenter. On a donc en premier lieu la scalabilité. Donc, la scalabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour des serveurs, enfin pour des entreprises, de disposer de serveurs à la demande. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, quand on avait une solution qui fonctionnait, qui demandait quand même beaucoup de puissance quand il y avait beaucoup de monde, on utilisait en permanence des serveurs très puissants pour s'assurer que le jour où il y allait avoir du monde, les serveurs allaient tenir. Aujourd'hui, grâce à la scalabilité, on peut ne faire tourner que le strict nécessaire. Donc des petits serveurs quand il n'y a personne, des gros serveurs quand il y a du monde, ou même plusieurs serveurs en même temps. Donc du coup, ça permet d'avoir des serveurs qui dorment, donc qui ne consomment pas d'énergie et qui ne s'abîment pas, tant qu'il n'y en a pas besoin. Et donc le deuxième point, c'est la centralisation des données en local. Aujourd'hui, la tendance veut qu'on utilise plus du cloud, donc des données stockées sur des serveurs externes et les données transitent par Internet. Donc ça, c'est ce que veut un petit peu l'évolution aujourd'hui, mais c'est une évolution qui consomme, puisque quand on demande des données par le biais d'Internet, quand on consomme de la donnée par le biais d'Internet, forcément ça consomme de l'énergie et donc ça crée de la pollution. Alors que si les données sont en local, et bien finalement, on passe pas par le réseau Internet et ça réduit la consommation énergétique. Donc une des solutions pour ça, pour quand même satisfaire le besoin de stocker des données sur Internet, on a ce qu'on appelle les clouds hybrides. Alors on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est, pour faire simple, des clouds qui sont à moitié stockés donc, sur Internet et d'autres qui sont stockés en local. L'autre moitié qui est stockée en local. Et donc ça permettrait de réduire déjà un petit peu la consommation énergétique. Maintenant, pour donc la deuxième partie de cette présentation, on va parler de ce qui est à faire, mais au niveau des particuliers. Puisque c'est quelque chose on n'a pas encore parlé précédemment, et c'est en fait le point, on va dire, névralgique de la pollution numérique. Et donc pour ça, je vais vous présenter ce qu'on appelle les éco-gestes. Donc ce sont des gestes du quotidien qui peuvent être réalisés par n'importe qui, et principalement les utilisateurs particuliers dans leur consommation de tous les jours, pour réduire du coup cette pollution numérique. Première chose, donc les équipements. Les équipements,
Ce qui est logique, c'est déjà de les conserver le plus longtemps possible pour du coup éviter de devoir en racheter, de devoir en produire de nouveau et surtout d'éviter d'avoir à les mettre au recyclage qui n'est pas toujours 100% efficace en fonction des équipements. Évidemment, privilégiez la réparation. Si votre téléphone, par exemple, ne tient plus très bien la batterie, au lieu de changer de téléphone, essayez de réparer et de changer la batterie. Ça évitera de remplacer tout un téléphone, d'en produire un nouveau et de devoir en recycler un ancien. Apprendre à mieux gérer ses équipements. Donc, éviter d'abîmer vos équipements, ça peut paraître logique, rien que pour vous, mais en passant par exemple des antivirus afin d'éviter la dégradation de vos systèmes, d'éviter de trop charger vos batteries, en traitant bien vos batteries, ça évitera de devoir la changer régulièrement, et en faisant un petit peu attention à vos équipements, vous pourrez éviter de les casser, ça de les faire tomber par exemple. Tout ça, ça peut paraître logique, mais si c'est bien appliqué, on aura moins d'équipements à produire et moins d'équipements à recycler forcément. Quatrième point, c'est la sensibilité que certains peuvent avoir au marketing. Je pense principalement par exemple aux offres qu'on peut avoir lors de Black Friday ou des soldes. À savoir qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un téléphone est de 18 mois environ. Pas parce que le téléphone va casser au bout de 18 mois, ça tient en général plus longtemps, simplement parce que les gens le changent au bout de 18 mois, donc 1 an et demi. C'est souvent le cas parce qu'ils ont vu une offre intéressante ou parce que simplement ils veulent changer. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément très bonnes du coup pour la pollution numérique. Et il faut savoir être raisonnable et changer uniquement quand c'est utile. Cinquième point, le mode veille. Faut savoir que le mode veille, c'est quelque chose qui assure quasiment tous les appareils aujourd'hui et qui est très peu utilisé. Alors bon, il y en a certains qui vont se mettre en veille automatique, comme par exemple certaines télés ou voilà, mais il y en a certains qui vont pas le faire, comme par exemple les box internet. Les box internet peuvent se mettre en veille et il faut savoir qu'une box consomme presque autant qu'un réfrigérateur. Donc si on prend sur une année par exemple. Donc voilà, autant vous dire que en le mettant en veille, par exemple la nuit quand vous l'utilisez pas ou quand vous partez en vacances, cela vous fera économiser pas mal d'énergie et donc réduire la pollution numérique. Sinon, quand c'est possible, éteindre les équipements que vous n'utilisez pas. Deuxième point, vous pouvez réduire donc votre consommation en désactivant les fonctions qui ne vous servent pas sur l'instant T. Donc je pense par exemple au Bluetooth, au Wi-Fi ou au GPS. On rentre, pareil, on reste dans le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que laisser le Bluetooth allumé, ça va consommer sur votre batterie, donc le soir vous allez recharger plus votre téléphone, ce qui va dégrader plus d'autres batteries, ce qui va du coup par conséquent vous demander de changer votre batterie plus fréquemment. Et voilà, donc c'est un petit peu l'effet papillon. Privilégier la Wi-Fi à la 4G, ça c'est pareil. Quand vous utilisez de la 4G, vous utilisez une antenne qui se situe à plusieurs kilomètres de votre emplacement actuel et qui consomme énormément d'électricité, alors que le Wi-Fi, c'est simplement une petite puce qui est mise dans votre box Internet en général et qui consomme beaucoup moins. Donc privilégiez le Wi-Fi à la 4G. Et enfin, emmenez au recyclage le plus possible les anciens équipements, même s'ils ne sont pas recyclables à 100%. Ce qui peut être recyclé sera recyclé et c'est mieux pour la planète. Au niveau des divertissements, on va parler déjà dans un premier temps des musiques en streaming. Il faut préférer les télécharger les musiques. Aujourd'hui, les plateformes de streaming vous proposent de télécharger les musiques. Puisqu'il faut savoir que quand vous écoutez une musique en streaming, vous la téléchargez. Et si vous la réécoutez, vous allez la retélécharger. Alors, il y a un système de cache qui existe, mais si vous écoutez beaucoup de musique, le cache s'effacera au fur et à mesure. Donc, préférez le téléchargement, c'est une musique que vous écoutez très souvent ou que vous aimez beaucoup, téléchargez-la. Ça, c'est un petit bouton en général sur les applications et ça prend 2 secondes. Et ça évitera de la retélécharger quand vous allez l'écouter 10 ans plus tard. Pareil pour les vidéos que vous regardez régulièrement, c'est un petit peu plus délicat parce que les vidéos en général on les regarde qu'une fois, mais si c'est une vidéo que vous aimez ou un film, téléchargez-le. Et enfin, si vous voulez écouter une musique en streaming,
évitez de la regarder sur YouTube, par exemple. Vous allez avoir en plus de la musique, la vidéo, donc le clip ou etc. Si la vidéo ne vous intéresse pas, si vous écoutez la musique en parallèle d'autre chose, et de préférence, préférez le streaming puisque vous n'aurez pas la vidéo à télécharger et donc du coup, le flux sera beaucoup plus léger. Enfin, d'autres problématiques qui sont un petit peu plus connues, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais on va parler par exemple des mails. Il faut savoir qu'un mail, c'est environ, dans sa vie, 4 grammes de CO2 pour un mail simple, donc avec du texte, et pour un mail avec une pièce jointe qui est volumineuse, on va parler de 50 grammes de CO2 dans toute sa vie. À savoir qu'un Français moyen reçoit en général 39 mails par jour. Donc autant vous dire que ça fait pas mal de grammes de CO2 qui sont générés tous les jours. Donc il faut réduire cette consommation de mails, d'autant plus que pas mal de mails ne vous intéressent pas. Donc pensez à supprimer ces mails qui ne vous intéressent pas, les mails de spam, de marketing, etc. Supprimez-les tout simplement. Et pensez à vider votre corbeille, puisqu'en général, quand vous les supprimez une fois, il faut aussi les supprimer de la corbeille. Évidemment, ne les imprimez pas, sauf si vraiment c'est important pour vous. Désinscrivez-vous des listes de diffusion. Ce sont des choses qui vous envoient des mails très régulièrement, voire même tous les jours. Si c'est des mails qui ne vous intéressent pas, désinscrivez-vous. Ça ne sert à rien de les supprimer tous les jours. Il faut mieux vous désinscrire, ça vous évitera d'une de les supprimer et puis de polluer lors de l'envoi. Et enfin, évitez l'envoi de mails dupliqués à des dizaines de personnes à qui ça n'intéressera pas forcément. Envoyez-le vraiment aux personnes intéressées qui auront un intérêt à lire ce mail. Puisqu'un mail dupliqué, ça duplique aussi forcément son impact environnemental. Au niveau des moteurs de recherche, évitez du coup des recherches inutiles. Donc je pense par exemple à Google. Vous cherchez Google dans Google. On en rigole, mais ça arrive très régulièrement. Sachant qu'une recherche sur Google, c'est environ 7 grammes de CO2. Selon une recherche par un chercheur à Harvard, c'est environ 7 grammes de CO2. Donc, si on peut éviter, on évite. Pareil, si vous connaissez l'adresse d'un site internet, tapez directement l'URL dans la barre de recherche. Ce sera plus simple. Et enfin, donc là, les points qu'on a évoqués, un petit bilan, ce sont des points simples et qui réduisent la consommation pour chacun des acteurs, en fait. Mais une application par tout le monde réduira drastiquement la consommation et donc du coup forcément la pollution numérique. Je vous remercie pour votre attention, de même pour Adrien, Arthur et Dorian, nous vous remercions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et merci à tous.